Ça y est, c'est bon, vous nous avez retrouvés. En fait, on est des vrais magiciens. On apparaît, on disparaît. Bon, on espère que cette fois-ci, c'est bon. Je vais vous représenter nos deux spécialistes, parce qu'aujourd'hui, on a deux spécialistes trop forts. Notre gynéco, Paul, c'est moi, le pauvre qui est sur un tout petit tabouret. On espère qu'il ne va pas tomber. Si vous entendez un boom pendant le live, c'est lui. Et puis Paola, qu'on ne présente plus. Notre super fille qui est là, donc on est très heureux, ça va être un live super. Donc si vous avez des questions, etc., surtout n'hésitez pas à les poser. Donc aujourd'hui on va parler des mamans, parce qu'il n'y a pas de raison, on parle tout le temps des enfants et des bébés, il y en a ras-le-bol. Avant de faire un bébé parfait et un enfant parfait, il faut qu'une maman soit super bien, super sereine. Et donc pour ça, on va vous donner des petites astuces concernant la grossesse et l'accouchement, avec une super astuce sur une épisio qu'on peut éviter. On garde ça pour la fin. Ouais, ça c'est la petite pépite, le petit joker de fin. Donc on va parler, ça tombe bien puisque Paola est enceinte légèrement, c'est dans 15 jours le terme. Ouais, donc ça va arriver très vite. Donc tu vas pas nous contredire quand tu vas nous dire effectivement que le corps change beaucoup. Légèrement. et que c'est pas facile de voir son corps changer comme ça. Alors, c'est pas que c'est pas facile, c'est qu'en fait il faut s'y préparer. On peut, alors comme on disait un petit peu avant justement ce Facebook Live, moi j'en rigole en me disant que je suis une grosse baleine, mais c'est vrai que pas tout le monde ne le prend de cette manière. Souvent on entend ça. Voilà, c'est ça. Donc moi ça me fait rire parce que voilà, je sais que le corps est fait pour accueillir cet enfant et donc pour changer un petit peu au moment de cette grossesse, et puis qu'après il retrouvera sa forme initiale, touche du bois. Mais donc l'idée c'est de s'y préparer aussi psychologiquement avant la grossesse, et donc de continuer à penser à ça aussi pendant la grossesse, pendant le moment où le corps change. Donc par exemple, s'il y avait un trouble alimentaire par exemple avant, l'idée ça serait bien aussi de l'éliminer, même s'il fallait l'éliminer depuis longtemps évidemment, mais c'est de toujours essayer de pouvoir éliminer ça avant d'être enceinte, parce que c'est vrai que quand on est enceinte c'est encore plus difficile à vivre. En fait, il faut prendre ses kilos avant, quoi. Tu prends tes 20 kilos avant, c'est ça. Pour t'habituer. Non, et puis, à l'inverse, ne pas forcément se dire que parce qu'on est enceinte, on se permet de tout manger non plus. On peut, évidemment, accepter et puis aller à la facilité de quelques desserts, quelques sucreries, etc. Mais on continue à manger quand même de manière assez équilibrée, et on ne fait pas non plus n'importe quoi. On se jette pas sur le frigidaire à 4h du mat. Je n'ai rien à ajouter. Et si, justement, Paul, tu vas pouvoir ajouter, parce qu'il y a un moyen quand même, c'est de faire du sport. C'est possible de faire du sport. C'est possible, c'est hyper recommandé, c'est hyper important. C'est bon pour le psychique, ça aère un peu l'esprit. C'est bon pour l'oxygénation de la maman et du bébé, c'est ça qui est fondamental. Ça diminue l'anxiété. Et puis ça a des petits effets. Par exemple, il y a le diabète gestationnel. Il y a pas mal de femmes qui ont bu un liquide dégoûtant vers 5-6 mois voilà, pour voir s'il y a un diabète. Le fait d'avoir fait du sport, de ne pas avoir pris trop de poids, ça évite l'hypertension. Et puis voilà, c'est excellent. Et puis surtout, ça permet de contrôler le poids. Donc ça, c'est bien. Très important. Est-ce qu'on peut faire tous les types de sports? Évidemment, il y en a, on ne va pas s'amuser à faire du trampoline ou de l'équitation. Mais... Alors voilà, Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, quand la femme est déjà sportive, elle continue son activité sportive, mais jamais à plus de 80% de ses performances habituelles. On n'est pas là pour être dans la performance quand on est enceinte, on est là pour entretenir le fond. J'imagine pas. C'est surtout... Il y en a voilà, mais qui peut-être que c'est un peu décevant de courir moins vite, de courir moins longtemps, c'est pas grave. Le but sport et grossesse, c'est sport et bien-être. Il faut être vraiment comme ça. Alors, les femmes qui ne sont pas sportives, ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive, elles se mettent plutôt à des choses douces. Le premier sport, c'est la marche. Marcher, on est fait pour, c'est facile et c'est vraiment excellent. Mais il y a aussi le yoga, les sports aquatiques, surtout vers la fin quand le ventre prend un peu de place, les sports aquatiques. Les sports qui sont à proscrire. Tout ce qui peut donner des traumatismes, des chocs sur le ventre, équitation, le ski. Course automobile, on oublie. Course automobile, c'est pas top. Le judo, il y en a qui sont carrément interdits, comme la plongée sous-marine. D'accord. Évidemment. Alors voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Eh bien, il faut pas se blesser. Donc, les ligaments, ils sont plus laxes pendant la grossesse. Donc, à chaque fois, c'est des trucs hyper soft, hyper doux. On est là vraiment pour entretenir le fond, pour se faire du bien. C'est vraiment pour se faire du bien. Et puis, la pause, l'arrêt du sport, c'est après l'accouchement. Voilà, c'est 4-6 semaines après, avant la rééducation.
mais le sport c'est tout au long de la grossesse, c'est toujours bon, et tout en respectant le fait d'être relax. Et est-ce qu'il y a des signes quand même qui nous font dire qu'il vaut mieux arrêter? Alors il y a des signes qui sont plutôt des signes pas trop graves, c'est-à-dire des points de côté, souvent ça arrive. Ouais. Ça c'est pas gênant d'un point de vue. C'est pas gênant, mais ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. je marchais beaucoup, mais je ça encore. Et Paola, on va la mettre en mode marathon cet après-midi. Les points de côté, ce qu'on appelle les douleurs ligamentaires. Donc, ça oui. Voilà, là il faut se calmer, clairement, il faut changer, les sports aquatiques sont peut-être plus adaptés. S'il y a des contractions, évidemment, et puis si le col est court, évidemment, donc ça il faut être examiné par le gynéco, la sage-femme, et si le col est court, on repasse sur quelque chose de soft. Mais le repos, il est prescrit, le sport, il est à fond. À volonté. On a Yolanda, donc on dit bonjour à Yolanda. Bonjour Yolanda. Qui nous dit qu'elle est enceinte de 3 mois, qu'elle est vraiment fatiguée. Ça c'est du classique, c'est vrai qu'à début de grossesse on est souvent très fatigué. Et qu'elle a arrêté le sport depuis 3 semaines à cause de ça. Et en fait elle rentre du travail, elle est épuisée et ça affecte ses nerfs, forcément. Malgré la fatigue, il faut quand même faire un peu de sport. C'est mieux. C'est pas mal si elle peut marcher déjà, pour s'aérer un petit peu dans un premier temps. Et puis au deuxième trimestre, ça va aller beaucoup mieux, elle sera beaucoup plus relaxe. Et là, elle pourra reprendre son activité. Je ne sais pas si elle faisait du sport dans une salle, du vélo, des choses comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein d'inquiétudes. À 3 mois, il n'y a pas d'obligation. Non, mais c'est toujours un peu pareil, c'est qu'on n'est pas obligé de se mettre non plus une pression d'en faire. Ni quand on est enceinte, ni quand on est parent. Paola est en train de se dire qu'elle n'a pas fait sport. Non. Pendant 3 semaines, que ça va, non. C'est pas grave du tout, surtout au premier trimestre. Un peu d'autonomie, un peu de relaxation. Tranquille. Voilà. D'accord. Bon, comme on parle de sport, on va parler sexualité. Voilà, là c'est la cabriole. Ah oui, c'est du sport quand même. Donc honneur aux femmes, Paola. La sexualité, c'est important évidemment. Ça permet aussi d'être bien justement dans son corps, de se sentir encore désiré. Bien sûr. Donc là aussi, il faut essayer quand même d'entretenir cette sexualité pendant la grossesse. Évidemment. Alors, mais toujours de la même manière, aucune pression, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire qu'on est la femme la plus désirée au monde parce que nous-mêmes, on ne se sent pas forcément bien dans son corps. Donc, c'est toujours une question de personnel, c'est-à-dire de est-ce que je me sens d'abord capable de, est-ce que j'en ai envie, est-ce que ma libido est dans cette lignée-là. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est aussi de se dire est-ce que mon compagnon a aussi envie de moi, est-ce que je suis désirable, désirée, voilà, la question est toujours un peu double. Et puis l'idée c'est encore de se dire qu'il n'y a pas de pression. L'intérêt c'est toujours de conserver ce qu'on avait dit une fois, cette sensualité plus que même cette sexualité, de conserver un dialogue dans le couple, d'être toujours complice pour, si on n'a pas envie de faire l'amour à ce moment-là, se dire que quoi qu'il en soit, on a conservé cette complicité pour que la sexualité revienne petit à petit derrière. C'est beau, c'est doux. Il faut être un peu plus inventif et originaux. Oui, c'est ça aussi, forcément. En fonction du poids, du corps qui a changé. Justement. On y arrive justement sur l'aspect du coup sexualité et plus position mécanique, on va dire. Mécanique. Il n'y a pas grand chose. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que la libido, tout ça, ça change en fonction du terme de la grossesse. Le premier trimestre, c'est un trimestre qui est difficile. Et les femmes, elles ont des nausées, elles sont fatiguées, elles sont aussi un peu stressées par le début de la grossesse. Dans un tiers des cas, il peut y avoir des petits saignements au début de la grossesse, donc ça, c'est hyper stressant. C'est pas du tout une période propice. Le deuxième trimestre va être beaucoup mieux. En général, les patients me disent qu'elles ont une libido qui est assez élevée, qu'elles sont assez satisfaites. Et puis au troisième trimestre, il va falloir s'adapter, faire avec le ventre qui commence à gêner. Donc il va falloir être inventif, avoir de l'imagination pour contourner cet obstacle, on va dire. Et trouver des moyens pour continuer à avoir une vie régulière. Une petite chose sur les rapports sur le côté plus gynéco. D'abord, un rapport, ça peut provoquer des petits saignements. Parce que la muqueuse du col est très fragile, ça s'appelle un ectropion, et il peut saignoter après le rapport. Donc dès qu'il y a du sang, de toute façon, il faut faire contrôler par les gynécos, il faut aller aux urgences, c'est comme ça. Mais sans paniquer pour autant. Sans paniquer, voilà, surtout si c'est provoqué et qu'il n'y a pas de douleur, mais il y a un peu de sang, c'est comme ça. Donc on vérifie, ça s'appelle un ectropion, c'est rien du tout. Et il y a 2 situations dans lesquelles on arrête les rapports. C'est lorsque le col est court, on appelle ça une menace d'accouchement prématuré, parce que ça peut un peu stimuler le col quand même.
Et lorsque le placenta recouvre l'orifice interne du col, on appelle ça un placenta prévia, c'est un terme un peu technique, mais c'est des placentas qui saignent, et pareil, c'est un peu le même contexte. Là, on évite les rapports. Normalement, c'est redit par les gynécos et les sages-femmes en consultation, mais c'est important de savoir qu'il y a 2-3 situations où il faut faire gaffe. Ce qui est bien, c'est que souvent, il y a quand même un instinct des mamans aussi qui sentent quand elles vont pas très bien et qui, du coup, dans ces cas-là, n'ont pas forcément très envie d'aller vers la sexualité. Après, là aussi, ces moments où, pendant les nuits, les femmes vont faire des rêves plus ou moins érotiques, et elles vont se réveiller en disant c'est maintenant que je veux. Non mais c'est vrai, psychologiquement c'est quand même hyper important parce que c'est vrai que ça peut guider aussi la sexualité du couple. Et comme tu disais, il y a des changements hormonaux et c'est vrai que je trouve qu'ils sont plutôt souvent liés aussi aux rêves que les femmes font à ce moment-là. Donc l'inconscient fonctionne plutôt pas mal. Bah oui, les garçons, il faut s'habituer. Hein. C'est comme ça. Faut suivre. C'est ça, faut suivre les mouvements. On a une petite question encore de Yolanda qui nous dit, justement, donc elle a un tout petit ventre qui commence à pointer, etc. Est-ce qu'elle peut courir quand même? Ah oui, bien sûr. Pas de problème. Mais doucement, aucun problème. toujours. Cool. Ouais, cool. Pas de performance, mais une course sur des terrains plats. Si ça, c'est le seul truc, évitez les terrains accidentés parce que les ligaments sont plus laxes pendant la grossesse, c'est l'imprégnation hormonale, et donc elle est un tout petit peu plus à risque d'entorse et de blessure. Et ça, il faut éviter. C'est terrain plat, cool, et oui, il n'y a aucun problème. Ok, super. Et talons aiguilles, elle peut encore pour la sexualité. C'est chaud ce live, voilà. Bon alors, on va aborder un sujet moins glamour, je suis désolée, c'est le baby blues pré-accouchement. Ouais. Alors on entend toujours parler du fameux baby blues après l'accouchement. Et puis effectivement, on a vu qu'il y avait une étude britannique qui était sortie et qui avait révélé que la dépression serait aussi fréquente avant l'accouchement que après l'accouchement. Si ce n'est plus. Mais on en entend beaucoup moins parler. Donc on appelle ça la dépression prénatale. Et en fait, cette dépression prénatale arrive tellement fréquemment, mais elle est aussi taboue que fréquente. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont un peu gênées de se sentir un peu tristounes, de pleurer souvent, de ne pas bien vivre leur grossesse. Et alors, elles sont gênées. Pourquoi? Parce que, en gros, de manière communément admise, on dit si tu es enceinte et qu'en plus tu voulais ce gosse, tu devrais être heureuse, donc tu n'as pas de quoi être malheureuse. Donc en gros, on les fait encore plus culpabiliser et on leur dit vous n'avez pas de raison d'être malheureuse. Alors que le baby blues, depuis quelques années, c'est un peu admis, c'est hormonal, tu peux faire un petit baby blues derrière. Bien que ça ait aussi mis du temps à être admis dans le sens où c'était t'es contente maintenant t'es maman, alors pourquoi t'es triste? Et en fait on s'en rend pas compte, mais en disant ça aux femmes on les fait encore plus culpabiliser et donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc elles sont profondément tristes et en plus elles ont un sentiment de solitude et d'incompréhension monumentale. Ce qui est très important à ce moment là, c'est soit d'en parler avec le gynéco, soit d'en parler avec son compagnon, c'est plutôt une bonne chose. Si on sent qu'on est mal entendu, comprise ou quoi que ce soit, on peut toujours se diriger à ce moment-là vers un psy. Ouais, c'est mieux. Ouais, il faut pas hésiter parce qu'en fait, c'est quelque chose de complètement normal et qui arrive fréquemment. Et il faut pas se dire c'est horrible, ça n'arrive qu'à moi, personne va me comprendre. Peut-être qu'effectivement, on va avoir du mal aujourd'hui à comprendre ça dans un entourage lambda, mais chez nous, les professionnels, c'est quelque chose de complètement en tout cas normal. Il vaut mieux soigner avant parce qu'après on risque en plus pour le coup d'avoir le prénatal et le postnatal. C'est très difficile. Ouais. Et comme on disait aussi dans notre live, on n'est pas mère à partir du moment où on a été ou enceinte ou à partir du moment où on accouche. Donc il faut aussi arrêter de se mettre cette pression en se disant je suis mère donc je suis contente donc tout va bien se passer. C'est pas vraiment comme ça dans la réalité. Donc il faut se dire ça peut prendre du temps, c'est important, de la même manière que le corps va changer, les hormones évoluent et psychologiquement aussi ça va changer. Donc il faut aussi du coup des mamans qui arrivent comme ça. On en voit. Pour nous, il nous faut évidemment une écoute bienveillante, il faut toujours être bienveillant. C'est vrai que les femmes sont très isolées dans ce petit état un peu dépressif, elles sont vraiment isolées parce que c'est tabou, c'est vraiment ça. Alors qu'en plus, le premier trimestre, j'insiste, il est difficile, il est fatigant, en plus la grossesse n'est pas forcément annoncée, donc les gens attendent les mêmes performances, entre guillemets, en tout cas professionnelles, bien sûr. Et c'est vraiment difficile, et donc ça, il faut être vraiment bienveillant. Ça peut se manifester, alors nous, il faut qu'on ait l'œil, des troubles du sommeil, des arrêts de travail un peu à répétition, des nausées, des vomissements qui prennent le dessus, qui empêchent la patiente d'aller travailler. Ça, c'est des choses qui doivent nous mettre la puce à l'oreille.
Et moi, je suis plutôt pour envoyer voir une psychologue. Je pense que c'est un métier en fait. Donc, oui. Non, mais c'est bien de prendre le relais. Ouais, non, je suis d'accord. Dès qu'on a, même si c'est une ou deux séances un peu de coaching et de réassurance. Mais... C'est surtout en fait de décomplexer en fait, l'idée que c'est pas normal. C'est de pouvoir dire à la patiente, mais attendez, vous en faites pas. Ça arrive à plein de gens et il n'y a rien d'anormal dedans. Vous n'êtes pas une extraterrestre qui tout d'un coup ne vivait pas bien votre grossesse. Ça c'est hyper important de déculpabiliser. En fait, on va les faire un peu culpabiliser du début de leur grossesse jusqu'à la fin de leur vie, par la famille, les amis qui vont dire il faut faire comme ci avec l'enfant, il faut faire comme ça pendant la grossesse, machin. Donc je pense que sinon on peut les aider à déculpabiliser, ça serait pas mal, et puis de leur rappeler à chaque fois que ce sont elles les mères et avec le père au-delà de cette idée, et donc c'est elles qui connaissent le mieux leur enfant, mieux que quiconque, et donc c'est important de se faire aussi confiance. Alors justement, il y a Hélène qui me dit qu'elle a peur d'avoir un bébé, et elle a peur notamment de revivre les mêmes suites d'accouchement et de délaisser sa fille. Je pense qu'elle en a une première. C'est aussi, en fait, finalement, on dit le deuxième c'est plus facile parce qu'on connaît déjà un petit peu la chanson, mais pas forcément. Non. Parce que si le premier accouchement, la première grossesse, c'est pas forcément très bien passé. On reste souvent avec cette idée un peu négative. Il faut savoir la dépasser pour se dire que c'est une deuxième grossesse, c'est donc une deuxième chance, c'est autre chose, qu'on va le vivre différemment, que psychologiquement c'est important aussi de prendre du recul en se disant que chaque enfant étant différent, chaque naissance va être différente et chaque suite de couche va être différente aussi. En fait c'est génial d'être enceinte parce que c'est le moment où on peut justement s'occuper de soi. Ouais, mais ça le problème c'est que tu vois, là tu le notes, mais peu de femmes y pensent à ce moment-là. Et surtout quand t'as un deuxième parce que t'as déjà le premier qui te fatigue. Tu parles en connaissance de cause, forcément. Et puis alors on va parler de l'accouchement parce que forcément à un moment donné ça arrive. Paola, si tu peux éviter de nous le faire maintenant. Si on peut éviter un accouchement en direct quand même, voilà. Ça ferait buzzer mais quand même, tu vas attendre un petit peu. T'imagines le nombre de vues si j'accouche là maintenant? Non. Il y a plein de gens qui se connectent tout d'un coup. C'est ça, on a plein de questions, plein de personnes. Paul, est-ce qu'il y a un moyen de bien préparer évidemment son accouchement? C'est une question stupide. Non, il n'y a pas de moyen. D'être suivi régulièrement. Pareil, ce que je redisais, le sport, d'être bien, d'être serein, d'être en forme, enfin le plus possible, on va dire. L'accouchement, en soi, c'est vraiment une épreuve, c'est quasiment une course de fond. C'est 20 à 30 minutes d'efforts expulsifs, il faut pousser, c'est fatigant. Donc c'est vrai qu'une femme. C'est génial d'entendre un homme qui dit ça. Je suis en train de me mettre dedans en plus, tu sais. Et donc le fait d'avoir fait du sport, et ça fait vraiment du bien. Et puis on va solliciter une zone qui est très particulière qui s'appelle le périnée. Le périnée, c'est des muscles et des ligaments qui sont entre l'anus, le vagin et la vessie et qui maintiennent tout ça bien en place, la continence et tout ça. Donc c'est hyper important. Et il va être très sollicité parce qu'il y a une tête de bébé qui va passer. Ouais. Donc c'est assez grand et c'est pas habituel, d'accord. Donc il faut le préparer. Pour faire le grand écart, on s'entraîne. Pour faire un accouchement, il faut s'entraîner. On fait de la danse. Voilà, on fait un peu de danse et pour préparer l'accouchement, on fait d'autres choses. Voilà. Et je crois que Paul, ça va être le moment qu'on avait annoncé. On va voir l'astuce, astuce pour éviter l'épisiotomie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épisiotomie? Tu vas nous le rappeler déjà. Alors désolé, les premières mamans qui vont accoucher, justement, c'est le moment, il faut écouter. Donc l'épisiotomie, c'est une petite intervention chirurgicale qu'on fait en ce qu'on appelle la fourchette, c'est le bas de la vulve, l'entrée juste du vagin. Et on la fait sur le côté, en fait elle permet de dévier les déchirures qui arrivent, mais les déchirures elles partent directement vers l'anus. C'est une particularité anatomique, c'est comme ça. Donc on la dévie en coupant sur le côté. Alors ça fait mal, ça saigne, ça provoque des dyspareunies, même longtemps après, des dyspareunies c'est des douleurs pendant les rapports, mais ça reste dans certains cas indispensable et efficace pour protéger le sphincter. Le sphincter c'est vraiment le verrou qui ferme l'anus, qui est quand même assez important. Quand même, c'est mieux. Donc voilà. Renaud, c'est l'heure du déjeuner. C'est un peu cru, c'est vrai que c'est pas réjouissant, mais c'est vrai qu'il faut le redire, et c'est vrai que ça fait mal. Et il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour de l'épisiotomie. Est-ce que c'est vraiment utile? À quel taux est-ce qu'il faut que ce soit? Donc voilà, donc c'est important que les femmes soient un peu au courant. Voilà. Et alors l'astuce, c'est ça.
Parce que toi, tu la connais en plus, la Oui, tu l'as oui, faite. oui. Ouais. Non, mais petite parenthèse, avant que tu donnes l'astuce, parce que ça fait encore plus de durer le plaisir. Est-ce que, effectivement, moi, je rencontre pas mal de patientes qui me disent qu'elles souffrent justement pendant les actes sexuels des années après en fait, leur accouchement, du fait de cette épisiotomie. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça et à le négliger, et souvent leur compagnon peut leur dire bon, ça va, tu vas pas me trouver ça comme excuse, tu peux me dire que tu as la migraine, c'est la même chose. Et en fait, elles ont véritablement mal, donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Si on peut l'éviter, c'est quand même génial. Oui, c'est mieux de l'éviter. Astuce. On y vient. Alors, Voilà, voilà. l'astuce. Alors l'astuce, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. C'est un ballon qui va permettre, alors je le mets à la caméra, voilà. C'est un ballon qui va permettre aux femmes de préparer leur périnée à l'accouchement. Ça va travailler, j'insiste bien, l'élasticité des tissus. C'est pas un dilatateur de vagin, d'accord? Que ce soit clair. Voilà. On n'est pas là pour avoir un vagin Mon mari immense. l'a appelé pendant un moment un sextoy. Ça s'appelle, c'est vraiment, ça travaille l'élasticité des tissus. Pour faire le grand écart, si on me force à faire le grand écart là maintenant, je me déchire les ischio-jambiers, c'est sûr. C'est certain. En revanche, si dans 6 mois, je m'entraîne tous les jours, j'ai une chance correcte de le faire sans m'être distendu les jambes, sans avoir une patte folle, sans m'être blessé. C'est exactement le travail du ballon. Ça travaille l'élasticité des tissus et on muscle aussi le périnée. Parce que le fait d'être musclé n'est pas du tout contraire au fait d'avoir un périnée intact à l'accouchement. Bien au contraire, un gymnaste ou une gymnaste hyper musclé et hyper souple. Et c'est ça qu'on recherche, un périnée costaud et souple. Donc avec ça, on travaille. Voilà, on travaille. On travaille, ça bosse. Ce qui est fondamental, c'est que ça ne se travaille pas seul. Ça se travaille avec une kiné, pas forcément à chaque fois, mais 4-5 fois pendant la grossesse, elle réapprend, elle remontre comment on fait. Le but, et je vous jure que ça marche, c'est de sortir un ballon assez gros. Voilà. Donc voilà la fameuse... Donc voilà, il va gonfler pendant toute la grossesse. La femme, progressivement, hein, évidemment, on commence assez tôt. Il faut que le gynéco soit OK, que la sage-femme soit OK. Et elle va pouvoir sortir quelque chose qui va être de plus en plus gros. Elle va le mesurer. Et ce qui fait, là, il fait presque 9 cm de diamètre. Et une tête de bébé, c'est plus gros que ça. Ça fait 9 cm et demi de petit diamètre. Mais elles y arrivent super bien. Et on a des résultats qui sont exceptionnels. C'est génial. Vraiment un recul. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Il faut que je raconte l'histoire quand même. Oui, allez. Ça vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique, des ethnologues allemands qui ont visité des villages en Afrique où des accoucheuses traditionnelles mettaient des calebasses de diamètres différents dans le vagin de leurs patientes pour éviter absolument les déchirures à l'accouchement, parce que c'est un vrai drame quand il n'y a personne pour suturer. Au-delà de la douleur, là, c'est vraiment un drame. Et donc, elles préparaient les femmes comme ça. Les types se sont dit, c'est absolument génial. Et ils ont ramené ça. Et est sorti le ballon. Alors en France, c'est celui qui s'appelle Epino. Voilà, donc c'est celui qu'on utilise. Donc, je suis pas d'épisio, no Epino. Il n'y a pas d'épisio, mais moi ce que je voudrais dire, c'est que ça nous permet aussi d'aller au-delà du débat. Faut-il couper ou déchirer? C'est génial si ça peut. C'est vraiment. On donne en tout cas toutes les chances. Toutes les chances pour avoir un périnée intact. Et est-ce que toutes les mamans du coup peuvent faire ça, même si tu as le col ouvert, etc. Comment ça se passe? J'imagine que tu peux pas. Quand il y a un col ouvert, c'est exactement comme pour les rapports sexuels. Quand il y a un col ouvert, quand il y a un placenta qui est bas, on fait attention. C'est pour ça que les kinés ne vont pas le travailler, ne devraient pas le travailler, en tout cas avant terme, sans l'accord du médecin ou de la sage-femme. D'accord. Plus c'est commencé tôt, plus c'est efficace, parce que c'est un assouplissement qui est progressif. Mais néanmoins, on peut le commencer un peu plus tard, plus proche du terme, au moment du congé maternité. Voilà. C'est vrai que les patientes, quand elles sont motivées, elles y arrivent toutes. C'est génial. Et on démarre plus tard aussi à la seconde grossesse, enfin à partir de la seconde grossesse. La seconde grossesse, moi j'insiste plus sur le côté muscu. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que le côté stretching, il est déjà, il y a quand même un rappel. Et plus la muscu, la deuxième. Mais moi je fais très bien mes petits exercices. Voilà, et ça marche super bien. Et vraiment, on a des résultats qui sont exceptionnels, et c'est vrai que et ça permet d'aborder aussi, je trouve, l'accouchement avec beaucoup plus de sérénité. Ça relaxe le périnée et beaucoup la tête. J'ai des patientes qui sont hyper relaxes à l'idée de... c'est vrai que tu te dis, je vais pas souffrir en fait, je sais exactement finalement sortir entre guillemets la taille le périmètre crânien de mon bébé.
sans finalement cette anesthésie, j'y arrive. Donc c'est qu'avec un peu de gymnastique, le jour J, ça devrait aller. C'est génial. Autre chose aussi pour bien préparer l'accouchement, on en parlait aussi un petit peu avant, c'est on n'est pas obligé, il y a beaucoup de débats et une pression aussi de la société qui est très forte pour le coup pour les hommes, où il faut plutôt que l'homme assiste à l'accouchement. C'est pas une règle, enfin, je veux dire, il faut bien en parler avant, il faut... il y a des mamans qui pourrissent leur mari pendant l'accouchement. Parce que voilà. Il y a des débats dans ce bureau à chaque fois de couple. J'espère bien que tu vas venir. Mais c'est ça. Je pense que bon, on se rend peut-être pas compte quand on est une femme, mais ça doit être quand même super impressionnant pour l'homme aussi. Donc c'est pareil, quoi. Il faut bien en parler avant, il faut voir, il faut que les deux soient vraiment d'accord pour le faire. C'est important. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu choqués, un peu impressionnés, mais par le côté, par tous les mots qui arrivent, placenta, utérus, ces mesures qu'on prend, le toucher vaginal, toutes ces choses-là, ça les impressionne beaucoup. Ils peuvent être, ça arrive, il y a des papas qui sont juste derrière la porte, la maman accouche, le papa rentre, ça se passe super bien, il n'y a aucun problème, voilà, et c'est vrai que c'est pas la norme. Alors c'est vrai que c'est un peu rare et c'est vrai que ça peut nous surprendre, même moi ça me surprend parfois quand le papa sort, mais finalement ça se passe super bien. Ça se passe bien. Oui, il faut justement toujours en fait ne pas mettre de pression, il faut toujours accepter en fait une décision du père qui est importante aussi à entendre pour la femme, c'est-à-dire que la femme ne doit pas être seule juge de la situation et dire de toute façon tu viens sinon ça va mal se passer, parce que c'est très important aussi que le père puisse aussi émettre ses ressentis, parce que si lui ça le dégoûte, ce dont il a complètement le droit en fait, ben, il faut aussi écouter ça, parce que la mère s'est préparée pendant 9 mois, lui pas forcément, non mais en fait il l'a pas vécu de la même manière, donc souvent la femme a pu même envisager cette grossesse des mois avant, des années avant, et le père lui il l'a c'est vraiment le séisme. Mais c'est ça, il en a peut-être eu envie, mais il ne l'a pas préparé de la même manière, il ne l'a pas visualisé. Donc c'est vrai qu'en termes aussi de termes médicaux, de tout ce qui va se passer sous ses yeux, parce qu'il ne faut aussi pas se mentir, c'est aussi un changement et un bouleversement pour l'homme aussi. Donc il faut aussi en tenir compte sans lui mettre trop de pression. Alors, autre dernier conseil aussi qu'on peut donner, dont tu parlais tout à l'heure, c'est effectivement de faire le trajet, vous en parliez tous les deux, c'est intéressant, de bien faire le trajet avant, vers la maternité, de visiter les lieux, etc. Préparer la valise. Préparer voir les sages-femmes. J'ai fait ta valise. Ça y est, elle est devant la porte, toute prête. Pour être bien serein, que tout soit bien cadré, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais d'autres qui aiment bien. On prépare, on voit le trajet et tout ça, parce que le moment du début du travail ou de la rupture prématurée des membranes, c'est l'eau qui coule comme ça d'un seul coup, sans prévenir, même sans contraction. Il faut foncer à la maternité. Faut être prêt. Oui, puis ça arrive en pleine nuit, tu sais pas, ça met le même temps si c'est à l'heure de pointe en pleine journée, ou si tu es au bureau, si tu es à la maison, enfin voilà, il y a plein effectivement, de pouvoir se préparer psychologiquement à l'avance, fait qu'on aborde aussi cette petite naissance. Un petit peu dans c'est ce qu'on fait souvent avec les enfants d'ailleurs. Avant la première rentrée scolaire du CP, on emmène ses enfants. Exactement, t'as préparé la tenue, t'as montré l'école, t'as parlé de la maîtresse, c'est exactement la même chose. Eh bien super, on a donné plein de conseils, on a encore plein de choses à dire, mais on fera un autre live, je pense, pour parler un petit peu encore après l'accouchement, tout ce qui est dépression, et puis on espère qu'on aura des mamans qui vont accoucher, qui auront essayé la fameuse des pinots pour éviter les épisiots. Je recommande, mais alors vraiment vivement, parce que derrière c'est vrai que ça permet de tellement bien vivre en fait ces suites de couches. Et mes copines qui regardent et à qui je l'avais justement proposé et qui ont suivi ce conseil, je pense qu'elles ont vu la différence entre un accouchement avec et un accouchement sans. Heureusement, j'ai pas eu d'épisio, sinon je pense que j'aurais été dégoûtée de voir ce truc-là que maintenant. C'est important de dire qu'on peut accoucher sans problème. Oui, mais c'est vrai. Par contre, j'ai fait beaucoup de sport. Là, j'ai fait du sport jusqu'à 3 jours avant d'accoucher. Tout le monde dit, mais t'es complètement folle. Tout s'est très bien passé. Donc, Paul a tout à fait raison. Donc merci Paola, merci Paul, ça fait un petit peu série, Paola et Paul. Et bien on vous dit à bientôt et merci encore pour ce live. Bonne journée à tous.